Chapitre 19. La journée commença très tôt. Dès l'aube, de sa chambre, pourtant située de l'autre côté du palais, Kira entendit des bruits avant-coureurs. Les gens commençaient à se rassembler. Vite, elle s'habilla, se donna un coup de brosse et courut à la chambre de Thomas, qui donnait sur le forum, où avaient lieu tous les grands rassemblements. Il y avait foule comme le jour de la chasse, mais c'était une foule différente, étrangement soumise. Les petits minots eux-mêmes, d'habitude si indisciplinés, attendaient sagement, cramponnés à la main de leur mère. Kira n'avait pas été réveillée par des cris et des bousculades, mais par un bruit de pas ininterrompu. Les chemins étroits déversaient à flot continu des citoyens qui s'en allaient rejoindre la foule massée aux portes du palais. Du chemin de la Fagne déferlait une marée humaine silencieuse. Des hommes, des femmes et des enfants qu'on ne lâchait pas. De la direction opposée, c'est-à-dire du quartier où Kira avait vécu avec sa mère, il en arrivait d'autres qu'elle reconnaissait, ses anciens voisins. Entre autres, son oncle veuf accompagné de son fils Dan. La petite fille, Mar, n'était pas avec eux. Peut-être l'avait-on donnée à une autre famille. Les jours ordinaires, les familles étaient dispersées, séparées. Les parents au travail, les minots à gambader partout sans surveillance. Mais ce jour-là, les femmes étaient avec leurs hommes et les minots avec leurs familles. Les gens avaient l'air graves et pleins d'attentes. « Où est le bâton ?» demanda Kira qui, en vain, parcourait du regard la chambre de Thomas. « Ils l'ont pris hier. » Kira hocha la tête. La veille, ils avaient aussi emporté la robe. La jeune fille avait beau être lasse d'y travailler, sa chambre lui avait paru comme désenchantée après son départ. « Si on descendait ?» demanda-t-elle, bien que la perspective de se mêler à la foule ne lui sourit guère. « Non, ils ont dit qu'ils viendraient nous chercher. J'ai posé la question au servant qui a apporté le petit déjeuner. »« Regarde !» ajouta Thomas en indiquant une direction. « Là-bas, loin derrière. Tu vois, près de l'arbre qui est devant l'atelier de tissage ? Ce ne serait pas la mère de Matt ?» Kira suivit des yeux le doigt de Thomas et aperçut la femme au visage décharné qui les avait regardés d'un œil soupçonneux de son côte sordide. Aujourd'hui, elle était débarbouillée et bien tenue. Elle tenait par la main le minot qui ressemblait tant à Matt. Ils étaient là tous les deux à attendre tranquillement et semblaient former une famille. Et il n'y avait pas trace du second enfant, pas trace de Matt. Une vague de chagrin s'abattit sur Kira. Elle eut le sentiment de l'avoir perdu. Peu à peu, la jeune fille qui contemplait l'océan des visages sous sa fenêtre parvint à distinguer, ici et là, des gens qu'elle connaissait. Les tisserandes, venues séparément, chacune avec homme et enfant. Le boucher, propre pour une fois, flanqué de son imposante femme et de 2 grands-fils. Le village tout entier était maintenant rassemblé. Plus personne ne manquait à l'appel, excepté quelques traînards qui se pressaient encore sur les sentiers. Kira vit que les gens avançaient en traînant les pieds. La foule s'était mise en branle. Elle ondulait comme l'eau d'une rivière qui se rapproche de ses berges au passage d'un tronc d'arbre. « On a dû ouvrir les portes » dit Thomas en se penchant pour voir. Ils regardèrent les gens du village entrer dans le palais, un à un. Enfin, lorsqu'ils eurent presque disparu à l'intérieur, le murmure des voix et le raclement des pieds leur parvenaient désormais du rez-de-chaussée du bâtiment, un servant apparut sur le seuil de la porte et leur fit signe. Il était l'heure. À part un rapide coup d'œil par l'entrebâillement d'une porte, un après-midi où elle cherchait Jamison, Kira ne s'était pas approchée de l'auditorium depuis le procès. Il y avait des mois de cela. Les circonstances étaient alors tout autres. Quand elle était entrée, seule dans la haute salle obscure et avait parcouru l'allée centrale en boitillant, elle était affamée, solitaire et craignait pour sa vie. Ce matin-là, elle s'appuyait toujours sur son bâton, certes, mais elle était bien portante, fraîche et nette, et elle n'avait plus peur. Le servant les fit entrer par une porte latérale à la hauteur du premier rang. Ils virent que tous les visages étaient tournés vers eux. Le servant leur indiqua sur la gauche, juste au-dessous de l'estrade, une rangée de 3 chaises en bois. À l'opposé, Kira aperçut une autre rangée de chaises, plus longue. Les membres du Conseil des Seigneurs y étaient déjà assis. Jamison se trouvait parmi eux. Se rappelant la coutume, elle salua l'objet du culte dressé sur l'estrade. Puis, elle suivit Thomas et ils s'installèrent sur leurs chaises respectives.
Un murmure parcourut l'assistance. Kira, embarrassée, sentit le rouge lui monter au visage. Elle n'aimait pas qu'on la remarque. Elle n'avait pas envie d'être assise au premier rang. Elle se souvenait de la voix moqueuse de l'une des tisserandes quelques jours plus tôt. « Elle n'a plus besoin de nous !» s'était exclamée la femme. « Ce n'est pas vrai. J'ai besoin de vous tous. Nous avons besoin les uns des autres. » Les yeux rivés sur la salle comble, Kira évoquait en pensée les années d'autrefois. Toutes ces années où elle s'était rendue avec sa mère au grand rassemblement, comme l'exigeait leur devoir. Elles étaient toujours assises au fond, ne voyaient rien, n'entendaient rien, et Kira devait endurer l'interminable cérémonie. Elle s'ennuyait et s'agita sur son siège, s'y agenouillant parfois pour tenter d'entrevoir le chanteur entre les épaules des spectateurs. Katrina, elle, était toujours attentive et la grondait gentiment quand elle gigotait un peu trop. Mais la journée du grand rassemblement était éprouvante pour les minots et le chant n'en finissait pas. Quand Kira et Thomas prirent place, les spectateurs qui, en dépit de leur respect, remuaient sur leur siège et chuchotaient encore, se figèrent aussitôt. Tous attendaient. Enfin, dans un profond silence, le seigneur des seigneurs quadrisyllabe, que Kira n'avait pas revu depuis le procès et dont elle n'arrivait jamais à se rappeler le nom, était-ce Barthélemy, se leva. Il se dirigea vers l'avant-scène et commença le rituel d'ouverture de la cérémonie. Le grand rassemblement commence, déclara-t-il. Nous adorons l'objet, ajouta-t-il en désignant l'autel. Il s'inclina devant la petite construction de bois en forme de croix et l'assistance entière, respectueuse, fit de même. « Je présente le Conseil des Seigneurs », dit-il ensuite en saluant d'un signe de tête la rangée des 11 hommes, parmi lesquels Jamison. Ils se levèrent d'un bloc. Kira, qui ne pouvait se rappeler si les spectateurs étaient tenus ou non d'applaudir, traversa un bref moment de tension. Une chape de silence était tombée. La foule se tenait coite. C'était à peine si quelques têtes, ici ou là, semblaient saluer avec respect le Conseil des Seigneurs. « Je présente, pour la première fois, le sculpteur du futur. » Il désigna Thomas, qui ne savait quelle attitude adopter. « Lève-toi » chuchota Kira à voix très basse, sachant d'intuition que c'était ce qu'il fallait faire. Thomas se leva. Mal à l'aise, il se balançait d'un pied sur l'autre. De nouveau, les têtes s'inclinèrent, respectueuses. Il se rassit. C'était ensuite le tour de Kira. Elle le savait, aussi tendit-elle le bras pour prendre son bâton qui était appuyé contre la chaise. « Je présente pour la première fois la brodeuse de la robe, la dessinatrice du futur, » poursuivit le seigneur des seigneurs. Kira se tint aussi droite que possible et répondit au salut qu'on lui adressait avant de se rasseoir. « Je présente pour la première fois la chanteuse du futur. Un jour, elle portera la robe. » Les yeux des citoyens se tournèrent tous vers la porte latérale qui venait de s'ouvrir. 2 servants poussèrent Joe vers la chaise inoccupée. La petite, qui portait une robe neuve, toute unie et très simple, semblait embarrassée et hésitante, mais ses yeux croisèrent ceux de Kira, qui lui adressa un petit signe d'encouragement. Joe sourit et se hâta de rejoindre sa chaise. « Ne t'assois pas tout de suite, » chuchota Kira. « Reste debout et regarde les gens. Sois fière. » Debout, la chanteuse du futur affronta la foule. Elle se frottait nerveusement la cheville du bout des pieds et avait un petit sourire timide, indécis. Très vite, il devint assuré et contagieux. Kira vit les gens lui sourire en retour. « Tu peux t'asseoir, » chuchota Kira. « Attends » dit Joe en agitant la main en direction des spectateurs. Une vague de rire léger parcourut l'immense foule. Alors, Joe se retourna et se hissa sur la chaise. « Fais un petit bonjour à eux » convia-t-elle à Kira. « Enfin, je présente notre chanteur qui porte la robe » annonça le seigneur des seigneurs, une fois le calme rétabli. Le chanteur, revêtu de la splendide robe, fit son entrée par l'autre porte. Il tenait le bâton sculpté dans la main droite. Il y eut un grand « Ah !» de saisissement dans la salle. Bien entendu, les spectateurs voyaient le chanteur et la robe tous les ans.
Mais cette année, c'était différent, grâce au travail de restauration de Kira. Tandis que le chanteur s'avançait vers l'estrade, les plis de la robe scintillaient à la lueur des torches, les subtils coloris des scènes représentés rayonnaient. Or, jaune pâle, s'intensifiant jusqu'à l'orange éclatant, gamme de rouge allant du rose clair au pourpre sombre, vert aux mille nuances, les multiples couleurs employées dans la broderie ou aux motifs compliqués racontaient l'histoire du monde et de la catastrophe qui l'avait frappé. Le chanteur se retourna pour gravir les quelques marches conduisant à l'estrade, et la jeune fille vit l'espace intact à l'emplacement du dos et des épaules. La page vierge qu'elle avait pour mission de remplir. L'avenir qu'elle était chargée de créer. « Qu'est-ce que c'est que ce bruit ?» murmura Thomas. Kira, qui s'était laissé absorber par sa contemplation avertie de la robe et de tout ce qu'elle évoquait, n'avait rien remarqué. Mais à présent, elle entendait elle aussi le bruit. C'était un bruit de métal assourdi et intermittent, comme un cliquetis étouffé. Tiens, il était parti. Ah, si, là, elle l'entendait de nouveau. Une sorte de frottement métallique. « Je ne sais pas », répondit-elle dans un souffle. Le chanteur, maintenant au centre de la scène, s'était retourné après avoir salué l'objet du culte. Il faisait face au public. Il n'avait pas encore besoin du bâton comme guide, mais il le palpait du bout des doigts comme si c'était un talisman. Son visage était impassible, dénué de toute expression. Il ferma les yeux et inspira profondément. Le mystérieux son avait disparu. Kira écouta attentivement. Rien. Le sourd frottement métallique s'était tu. Elle regarda Thomas, haussa les épaules et se réinstalla confortablement pour ne plus rien perdre du chant. Quant à Jo, qui avait fermé elle aussi les yeux, elle formait silencieusement les premiers mots du chant avec ses lèvres. Le chanteur leva un bras. Kira, qui connaissait la robe par cœur, comprit, avant même qu'il ne l'ait déployée en l'air, qu'il s'agissait de la manche gauche dont la bordure, entièrement brodée à très petits points, décrivait la jeunesse du monde, la séparation de la terre et de la mer, l'apparition des poissons et des oiseaux. Elle perçut l'admiration presque religieuse de l'assistance qui voyait la robe pour la première fois de l'année et se sentit fière de son travail. Il commença à chanter de sa voix riche et puissante de baryton. Ce n'était pas encore vraiment une mélodie. Le chant débutait par une psalmodie. Les mélodies venaient ensuite, se rappela Kira. Quelques phrases lyriques très lentes qui prenaient peu à peu leur essor, suivies de phrases plus heurtées, au rythme rapide, obsédant. Elle émergeait, lentement, comme le monde. Le chant commençait par évoquer l'origine du monde, des siècles et des siècles auparavant. Au commencement.